On va aborder finalement l'analyse de variance factorielle, notamment en ayant un aperçu sur différents modèles illustrant la présence ou l'absence d'effets d'interaction, tester la signification statistique des effets principaux et de l'effet d'interaction, décomposer une interaction statistiquement significative en effets simples avant de finir avec quelques remarques et autres développements en lien avec l'ANOVA factorielle. Pour ce faire, on s'intéresse à la relation entre le statut socio-économique et la satisfaction de vie. En l'occurrence, est-ce qu'il y a une différence entre riches et pauvres quant à l'échelle de satisfaction de vie? En l'occurrence, on peut avancer que plus on est riche, plus on a tendance à être satisfait de la vie en général. Pourquoi? Parce que la richesse est une ressource habilitante qui peut amener les gens à avoir une meilleure perception de leurs conditions d'existence. Ici, la variable dépendante satisfaction étant quantitative continue précisément, la variable indépendante statut socio-économique étant dichotomique, eh bien, on peut sortir le tableau des moyennes de façon à analyser s'il y a une différence. Clairement, chez les riches, l'échelle moyenne de satisfaction est de 27,5 comparativement chez les pauvres 20. Donc, il semble y avoir une différence au niveau des données de l'échantillon. Il reste maintenant à savoir si la différence est statistiquement significative au niveau de la population dont provient cet échantillon constitué de 40 cas. La VI étant dichotomique, la VD quantitative, eh bien, le testé est certainement le test le plus approprié. Eh bien, justement, selon le testé, eh bien, la différence est statistiquement significative et même réellement, puisque le statut socio-économique explique 15% de la variation dans l'échelle de satisfaction de vie, du moins d'après l'état carré ici qui est de 0,15. Et si on devait utiliser l'analyse de variance, malgré que la VI comporte deux catégories. Voilà comment se présentent les résultats de l'ANOVA, en particulier ici le test F s'avère statistiquement significatif. Autrement dit, la variabilité entre les groupes ou intergroupes est plus grande que la variabilité à l'intérieur des groupes ou intragroupes. Étant entendu que de toute la variation dans les données, quelle est la part de variation qui est due aux différences entre les groupes? Eh bien, si on relativise 562,5 par 3687,5, on retrouve l'état carré 0,15. Clairement, les résultats du test T sont similaires à ceux du test ANOVA. En fait, le lien qui unit le test T à l'ANOVA est très intime puisque la statistique T de Sudden est égale à la racine carrée de F de Fisher. Par conséquent, quel que soit le nombre de catégories de la VI, on peut toujours utiliser l'ANOVA lorsque la VD en particulier est quantitative. Par contre, le test T s'arrête en situation bivariée et qu'on va pouvoir poursuivre en analyse multivariée avec l'ANOVA. Sauf que l'ANOVA a un facteur fournit une explication incomplète des sources de variation dans l'échelle de satisfaction de la vie. En réalité, nous savons que le statut socio-économique explique 15% de la variation dans l'échelle de satisfaction de vie, ce qui signifie qu'il reste 85% de la variation à expliquer et qui s'explique probablement par d'autres facteurs dont l'état de santé. Donc, on peut penser que selon que l'état de santé est bon ou mauvais, l'échelle de satisfaction varie en conséquence. Par conséquent, si nous voulons analyser l'effet du statut socio-économique et de l'état de santé sur l'échelle de satisfaction de vie, eh bien, on utilise ce qu'on appelle l'analyse de variance à deux facteurs ou ANOVA factorielle. Étant entendu bien sûr qu'on peut impliquer plus de deux
facteurs. En fait, l'ANOVA factorielle n'est rien d'autre qu'une généralisation de l'ANOVA simple. Elle utilise les mêmes procédures. En l'occurrence, on compare des moyennes de groupe, on calcule s'il y a au moins une moyenne qui diffère strictement significative des autres moyennes, et finalement, on calcule l'état carré pour mesurer la taille de l'effet. Sauf que l'ANOVA factorielle met en évidence au moins deux facteurs. L'idée étant effectivement d'analyser l'effet conjoint de chacun des facteurs sur la variable dépendante, mais aussi l'effet de leur interaction. Donc, deux concepts statistiques clés de prime abord, effets principaux et effets d'interaction surtout. En fait, l'analyse de variance factorielle est surtout utilisée lorsqu'on présume que l'effet d'un facteur sur la VD quantitative diffère selon les niveaux d'un autre facteur. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse à l'effet d'un nouveau médicament sur la dépression, on peut impliquer la thérapie cognitivo-comportementale de façon à mettre en évidence l'efficacité de leur interaction. De même, nous savons que la prise de médicaments peut avoir un effet sur la concentration au volant. Mais cet effet s'amplifie lorsque, bien entendu, la prise de médicaments interagit avec l'alcool. Donc, autant de phénomènes dont l'analyse nécessite l'usage de l'ANOVA factorielle, dont le modèle de causalité par excellence est le modèle interactif ou modération. Encore, spécification. Mettons en pratique ce modèle interactif en partant toujours de notre problème de départ. En l'occurrence, on a voulu expliquer la variation dans la satisfaction de vie en impliquant le statut socio-économique. Pour augmenter la variance expliquée, on implique aussi l'état de santé. Donc, on peut penser que plus l'état de santé est bon, plus on est satisfait de la vie, et c'est une question de cohérence interne. Donc ici, vous avez l'effet principal du facteur A, statut socio-économique, l'effet principal du facteur B, état de santé. Donc, on s'intéresse à l'effet conjoint additif de ces deux facteurs sur la variable satisfaction de vie. On peut aussi s'intéresser à l'interaction entre les deux facteurs, autrement dit entre le statut socio-économique et l'état de santé. On peut penser que l'effet du statut socio-économique sur la satisfaction de vie diffère selon les niveaux de l'état de santé, autrement dit selon que la santé soit bonne ou mauvaise. En l'occurrence, on peut penser que la différence entre riches et pauvres quant à l'échelle moyenne de satisfaction de vie sera surtout importante lorsqu'on est en bonne santé, et que lorsqu'on est en mauvaise santé, eh bien, la différence entre riches et pauvres s'estompe. C'est comme si effectivement, devant la maladie, la richesse n'est plus une ressource habilitante. Donc ici, nous sommes en présence de ce qu'on appelle un plan factoriel 2 x 2. Pourquoi? Parce que les deux facteurs comportent chacun deux niveaux. Alors, mettons en pratique ce plan factoriel 2 x 2 de façon en particulier à mettre en évidence l'idée d'effets principaux et l'idée d'effets d'interaction. Alors, vous avez devant vous ce qu'on appelle le tableau des moyennes. En l'occurrence, en colonne, vous avez les niveaux du facteur A, donc riche, pauvre, et en rangée, les niveaux du facteur B, malade, en santé. Et à l'intérieur des cellules, vous avez des moyennes. Donc ici, on croise le statut socio-économique et l'état de santé, un peu comme dans un tableau croisé. Alors, on observe que chez les malades, eh bien, la moyenne sur l'échelle de satisfaction de vie est de 20 pour les riches, 20 pour les pauvres. Chez les personnes qui sont en santé, 35 pour les riches et 20 pour les pauvres. Mais ces moyennes qui sont à l'intérieur du tableau des moyennes sont appelées des moyennes conditionnelles. Pourquoi on les appelle des moyennes conditionnelles? Parce que ce sont les moyennes qui conditionnent l'interaction entre statut socio-économique et état de santé. Autrement dit, vous voulez savoir s'il y a une interaction ou pas entre les deux facteurs, eh bien, reportez-vous à ces moyennes conditionnelles. Pour qu'il y ait une interaction, il faut
au moins qu'une moyenne diffère nettement des autres moyennes. En l'occurrence, ici, il semble que la moyenne 35 diffère des autres. Précisément, chez les malades, il ne semble pas y avoir une différence entre riches et pauvres. Par contre, chez les personnes qui sont en santé, il y a une différence entre riches et pauvres, puisque 35 diffère de 20. Et donc, il semble y avoir au moins une moyenne qui diffère d'une autre ou des autres. C'est le signe, effectivement, de la présence d'un effet d'interaction entre le statut socio-économique et l'état de santé. Autrement dit, la différence entre riches et pauvres existe à la condition, effectivement, d'être en santé. Que se passe-t-il maintenant si nous isolons les deux facteurs, A et B? Eh bien, regardons ce qui se passe au niveau du facteur A, statut socio-économique. Eh bien, vous avez une moyenne de 27,5 pour les riches, 20 pour les pauvres. Eh bien, ces moyennes sont appelées des moyennes marginales. Et ici, elles traduisent l'effet principal du facteur A, peu importe la santé. De même, on a un effet principal B, autrement dit du facteur B, qui est l'état de santé, 20 comme moyenne pour chez les malades, 27,5 comme moyenne chez les personnes en santé. Et bien, cette différence entre 20 et 27,5 traduit l'effet de l'état de santé sur la satisfaction de vie. Eh bien, ces moyennes, encore une fois, sont appelées des moyennes marginales. Eh bien, pourquoi on les appelle des moyennes marginales? Parce que ce sont des moyennes qui sont en marge de l'interaction entre les deux facteurs. Autrement dit, ce sont des moyennes qui ne nous informent pas sur l'existence ou pas d'un effet d'interaction. Maintenant que nous savons analyser un tableau des moyennes, en mettant en évidence les effets principaux et l'effet d'interaction, représentons visuellement ces effets. Donc, d'après la courbe des moyennes ici, il semble y avoir une différence entre les riches et les pauvres quant à l'échelle de satisfaction moyenne de vie. Puisqu'en l'occurrence, ici, la courbe, elle est descendante. Donc, plus on est pauvre, moins on est satisfait ici. Qu'en est-il de l'effet principal B? Ici, clairement également, la courbe est descendante. Autrement dit, plus on est malade, plus le niveau de satisfaction diminue. Pour savoir s'il y a présence ou pas d'un effet d'interaction, la première chose à faire, c'est d'observer l'allure des courbes. Pour pouvoir observer une interaction, les courbes ne doivent pas être parallèles. Donc, lorsque les courbes sont parallèles, on est en présence d'une absence d'interaction. Ici, les courbes n'étant pas parallèles, il semble y avoir une interaction entre le statut socio-économique et l'état de santé. Ça, c'est un. Deux, il faut analyser en détail l'effet du statut socio-économique sur la satisfaction à l'intérieur de chaque niveau de l'état de santé. Donc ici, regardons la ligne bleue qui représente les personnes malades. Chez ces personnes malades, il n'y a pas de différence entre riches et pauvres, puisque la moyenne est de 20 et la ligne est horizontale. En revanche, regardons la ligne verte qui représente les personnes en santé. Donc on voit bien que la ligne est descendante. C'est le signe d'un effet du statut socio-économique sur la satisfaction de vie. Et par conséquent, il y a différence entre riches et pauvres seulement lorsqu'on est en situation de santé. Et que lorsqu'on est malade, la différence entre riches et pauvres s'estompe. Donc, il semble y avoir effectivement un effet d'interaction entre le statut socio-économique et l'état de santé quant à l'échelle de satisfaction de vie. Évidemment, il semble aussi y avoir la présence d'effets principaux et d'un effet d'interaction. Donc, il faut s'assurer que ces effets sont strictement significatifs au niveau de toute la population en procédant au test d'ANOVA factoriel. Mais auparavant, on va s'exercer à reconnaître les situations qui illustrent l'absence ou la présence d'effets d'interaction. Alors, commençons par l'absence d'effets d'interaction. Vous avez devant vous un premier modèle qui illustre l'absence d'interaction entre les facteurs A et B. Premier ménage, pourquoi ici il n'y a pas d'interaction entre le facteur B et le facteur A? Alors, vous pouvez appuyer sur pause et répondre. Alors, premier élément de réponse, les lignes étant parallèles, on peut avancer qu'il n'y a pas d'interaction. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de B1 et de B2. Clairement, il n'y a pas de différence entre le niveau A1 et A2 lorsqu'on considère la ligne verte.
Donc, on a la même moyenne entre A1 et A2. De même, pas de différence entre A1 et A2 lorsqu'on considère la ligne rouge. Autrement dit, le niveau 1 du facteur B. Eh bien, c'est le signe effectivement d'une absence d'interaction. Est-ce qu'il y a effet principal du facteur A? Il n'y a pas de différence entre la moyenne du niveau A1 et la moyenne du niveau A2. Quelque part, si on devait se placer entre les deux lignes, on verrait effectivement cette absence de différence entre A1 et A2. Est-ce qu'il y a un effet principal du facteur B? On voit clairement qu'il y a une différence entre la moyenne du niveau B1 et la moyenne du niveau B2. Si on devait se placer quelque part au centre de A1 et de A2, on verrait clairement cette différence entre B1 et B2. C'est le signe d'un effet principal du facteur B. Donc, pas d'interaction, effet principal du facteur B. Qu'en est-il de ce modèle? Il n'y a pas d'effet d'interaction parce que les lignes sont parallèles 1. 2. Clairement, l'effet du facteur A est le même quel que soit le niveau du facteur B. Autrement dit, ici, on a un effet positif. Est-ce qu'il y a un effet principal du facteur A? Bien, clairement, oui. Il y a une différence entre la moyenne du niveau A1 et la moyenne du niveau A2. Par contre, il n'y a pas d'effet principal du facteur B, puisque les deux moyennes semblent égales. Donc, pas d'interaction, effet principal du facteur A. Et finalement, ici aussi, il ne semble pas y avoir un effet d'interaction parce que les lignes sont parallèles. 2. Clairement, l'effet du facteur A est le même, quel que soit le niveau du facteur B. Autrement dit, l'effet est positif. Est-ce qu'il y a un effet principal du facteur A? Oui, il semble y avoir une différence entre la moyenne du niveau 1 et la moyenne du niveau 2. Est-ce qu'il y a présence d'effet principal du facteur B? Oui aussi, il semble y avoir une différence entre la moyenne du niveau B1 et celle du niveau B2. Par conséquent, pas d'interaction et effets principaux A et B. Mais voilà autant de modèles qui illustrent l'absence d'effet d'interaction. Qu'en est-il de la présence d'effets d'interaction? Alors, vous avez devant vous un modèle qui illustre la présence d'effets d'interaction. Alors, pourquoi ici, il semble y avoir un effet d'interaction? D'abord, les lignes ne sont pas parallèles. Ensuite, la différence entre A1 et A2 est surtout importante pour le niveau B1. Autrement dit, certes, l'effet du facteur A est positif, mais l'effet est amplifié pour le niveau B. C'est le propre de ce qu'on appelle une interaction ordinale. L'exemple est donné de la relation entre le stress et la détresse. Généralement, le stress a un effet positif sur la détresse, mais l'effet est surtout amplifié chez les femmes plutôt que chez les hommes. Qu'en est-il de ce modèle? Donc ici, on est en présence d'un effet d'interaction parce que les lignes ne sont pas parallèles. 1. 2. La différence entre le niveau A1 et le niveau A2 existe seulement à la condition d'appartenir au niveau B2. Pour le niveau B1, clairement, il n'y a pas de différence entre A1 et A2. Par conséquent, l'effet du facteur A existe à la condition qu'on soit en présence du niveau B2. C'est ce qu'on appelle une interaction disordinale conditionnelle. L'exemple peut être donné de la relation que nous étudions entre le statut socio-économique et l'échelle de satisfaction de vie contrôlant l'effet modérateur de l'état de santé, mais non pas à l'inverse. Et finalement, vous avez un dernier modèle qui illustre la présence d'un effet d'interaction. Ici, le facteur A a un effet positif pour le niveau B2 et un effet négatif pour le niveau B1. Eh bien, on parle d'interaction disordinale croisée. L'exemple est donné de l'effet de la consommation modérée de vin sur l'état de santé. Généralement, il y a des études qui démontrent que lorsqu'on consomme modérément du vin, cela contribue à améliorer l'état de santé du cœur en particulier. Donc, cela peut avoir un effet positif. Mais l'effet peut être négatif, en l'occurrence, lorsqu'on consomme de la drogue. Voilà donc quelques modèles qui illustrent la présence d'effets d'interaction. Alors, on va revenir à notre problème de départ.
En l'occurrence, nous avions observé à l'aide du tableau des moyennes et des courbes des moyennes que le statut socio-économique et l'état de santé ont chacun un effet principal sur l'échelle de satisfaction de vie, mais aussi qu'il semble y avoir une interaction entre l'état de santé et le statut socio-économique. Évidemment, il faut s'assurer que ces effets sont statistiquement significatifs. Pour ce faire, bien, il faut procéder au test d'ANOVA factoriel, en commençant par formuler les hypothèses statistiques. Alors, commençons par l'effet principal du facteur A, le statut socio-économique. Comparativement aux pauvres, les riches jouissent-ils d'un niveau de satisfaction plus important? Eh bien, pour répondre à cette question de recherche, eh bien, on pose l'hypothèse nulle à l'effet que les riches et les pauvres ont le même niveau de satisfaction. Autrement dit, la moyenne des riches est égale à la moyenne des pauvres. Et l'hypothèse alternative, les deux moyennes sont différentes. Qu'en est-il de l'effet principal du facteur B? Comparativement aux malades, les personnes bien portantes jouissent-elles d'un meilleur niveau de satisfaction de vie? Pour formuler l'hypothèse nulle du genre il y a égalité des moyennes entre les deux groupes, et pour l'hypothèse alternative, une différence entre les moyennes des deux groupes. Et finalement, pour ce qui est de l'effet d'interaction du facteur A et du facteur B, autrement dit du statut socio-économique et de l'état de santé, on peut se poser la question de savoir est-ce que l'effet du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de la vie diffère selon l'état de santé? Ici, l'hypothèse nulle est à l'effet que les moyennes conditionnelles des quatre groupes sont égales. Autrement dit, l'effet du statut socio-économique n'est pas différent selon qu'on est malade ou en santé. Et pour ce qui est de l'hypothèse alternative, ben, il existe au moins une moyenne parmi les moyennes conditionnelles qui est différente d'une autre. Étant entendu, bien sûr, qu'on cherche à tester les hypothèses nulles en utilisant tout simplement une série de tests F d'ANOVA. Quelle en est la logique? En fait, on en a déjà parlé, lorsqu'on travaille seulement avec un facteur, par exemple le statut socio-économique, l'analyse de variance va décomposer toute la variation totale en deux sources. La variation intergroupe du statut socio-économique et la variation intragroupe. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on implique un deuxième facteur, l'état de santé? Eh bien, il y aura bien sûr une variation intergroupe qui serait liée au facteur B, l'état de santé, mais aussi une variation intergroupe qui serait liée à l'interaction entre le facteur A et le facteur B. Par conséquent, en ANOVA factoriel, la variation totale dans les données provient de quatre sources. En l'occurrence, les sommes des carrés qui traduisent la variation se calculent de la même façon qu'en ANOVA simple. Précisément, pour ce qui est de la somme des carrés de l'interaction, eh bien, c'est la variation entre les moyennes conditionnelles. Bien sûr, ici, il faut retrancher la variation qui est due aux effets principaux du facteur A et du facteur B. Et par conséquent, à chaque source de variation est associé un nombre de degrés de liberté. En l'occurrence, pour ce qui est de la variation intergroupe du facteur A, le statut socio-économique, eh bien, le nombre de degrés de liberté est égal à K, autrement dit le nombre de catégories, le nombre de niveaux, moins 1. Le nombre de degrés de liberté du facteur B, autrement dit l'état de santé, donc on a deux niveaux, moins 1, cela donne 1. Le nombre de degrés de liberté de l'interaction, c'est un peu comme dans le cas d'un tableau bivarié. Donc, vous aurez le nombre de niveaux moins 1 multiplié par le nombre de niveaux moins 1. Pour chacun des deux facteurs, ben, le résultat sera 1. Et finalement, pour ce qui est du nombre de degrés de liberté intragroupe, bien, vous retranchez le nombre de niveaux de chacun des facteurs par rapport à la taille de l'échantillon. Donc, vous retranchez 2 niveaux pour le facteur A, 2 niveaux pour le facteur B, la taille de l'échantillon, nous retrouvons 36. Et connaissant la somme des carrés et le nombre de degrés de liberté qui leur est associé, on peut calculer la variance. Autrement dit, la variance de l'effet principal du facteur A, la variance de l'effet principal du facteur B, la variance de l'effet d'interaction et la variance intra, autrement dit, la variance qui n'est pas expliquée par les différences entre
les groupes. Une fois qu'on connaît ces différentes variances, on peut procéder au test F d'ANOVA factoriel pour ce qui est des effets principaux et de l'effet d'interaction. Commençons par le test F de l'effet principal A, donc qui consiste tout simplement à relativiser la variance intergroupe du statut socio-économique par rapport à la variance intragroupe. Alors la variance intragroupe, c'est tout simplement la différence moyenne entre la moyenne des deux groupes, riches et pauvres, par rapport à la moyenne totale. Par contre, la variance intragroupe, ce n'est pas la variance à l'intérieur des groupes riches et pauvres, mais c'est la variance à l'intérieur des 4 groupes du plan factoriel. En fait, ici, à travers la variance intra, on voit bien que lorsqu'on s'intéresse à l'effet principal du facteur A, on tient compte de l'effet principal du facteur B. Alors, c'est une façon de contrôler effectivement l'effet de l'état de santé. Prenez la variance intergroupe du facteur A divisé par la variance intra, le résultat sera le F d'ANOVA témoignant de l'effet principal du facteur A, autrement dit du statut socio-économique. Pour ce qui est de l'effet principal du facteur B, la procédure est pareille. Donc, prenez la variance intergroupe relativisée par la variance intragroupe. Donc, pour la variance intergroupe du facteur B, c'est simplement la différence moyenne entre la moyenne des groupes en santé et malades par rapport à la moyenne totale. Ici aussi, la variance intra, c'est la variance à l'intérieur des 4 groupes du plan factoriel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la variance intra ici ne change pas, mais la variance intergroupe va changer dans la plupart des cas. En l'occurrence, ici, on obtient un même F calculé de 10.13. Qu'en est-il pour ce qui est du test de l'effet d'interaction? Donc ici aussi, on relativise la variance intergroupe de l'interaction par la variance intragroupe. Donc la variance intergroupe de l'interaction n'est rien d'autre que la différence moyenne entre les différentes moyennes conditionnelles par rapport à la moyenne totale. Bien sûr, après avoir retranché la variabilité due aux effets principaux. Donc la variance intra ne change pas, donc elle est de 55.6, alors que la variance de l'interaction aurait pu changer, on s'entend. C'est en raison effectivement des données fictives qu'on obtient la même variance, en l'occurrence, et le même F. Donc ici, le F de l'interaction est de 10.13. Et bien sûr, on peut récapituler les résultats du test d'ANOVA factoriel sous forme de tableau. C'est ce genre de tableau que SPSS, par exemple, va nous présenter. En l'occurrence, nous avons des F calculés qui excèdent les valeurs critiques au seuil de 0.01, avec 1 degré de liberté inter et 36 degrés de liberté intra. Donc, clairement, il y a un effet principal du statut socio-économique qui est significatif, un effet principal de l'état de santé significatif et un effet d'interaction statistiquement significatif. Alors, observons ce qui se passe au niveau de la somme des carrés intragroupe. Précédemment, l'ANOVA simple de la relation entre le statut socio-économique et la satisfaction donnait une variation intragroupe de 3125. Et donc, lorsqu'on inclut l'état de santé, on voit que la variance intragroupe diminue jusqu'à 2000. Pourquoi? Eh bien, cela s'explique par le fait que, une fois qu'on a fini d'impliquer un second facteur dans le modèle, eh bien, une partie de la variabilité va s'expliquer, bien sûr, par le facteur B, mais aussi par l'interaction entre le facteur A et le facteur B. Et c'est ce qu'on veut. En impliquant un second facteur, on cherche toujours à faire diminuer la variabilité intra-groupe, étant entendu que la variabilité totale ne change pas. De toute la variation dans les données, autrement dit 3687.5, quelle est la proportion de variation qui est due aux effets principaux et à l'effet d'interaction, autrement dit qui est due aux différences entre les différents groupes? Eh bien, posez la question, c'est y répondre. Prenez la somme des carrés des effets principaux et de l'effet d'interaction, divisé par la somme des carrés totales, vous retrouvez ce qu'on appelle l'état carré du modèle global. Ici, on obtient 0.46.
Par conséquent, dans son ensemble, le modèle explique 46% de la variation dans la satisfaction de vie moyenne. Précisément, l'état de santé et le statut socio-économique expliquent conjointement 46% de la variation dans l'échelle moyenne de satisfaction de vie. Voilà une façon d'avoir une idée sur la validité du modèle dans son ensemble. Étant entendu, bien sûr, qu'on peut calculer l'état carré pour chacun des effets. Par exemple, on peut calculer l'état carré de l'effet principal du facteur A, statut socio-économique, en prenant la somme des carrés intergroupes de ce facteur, relativisé par la somme des carrés, plus la somme des carrés intragroupes. Le résultat sera l'état carré du facteur A. On fait de même avec le facteur B, donc on prend la somme des carrés du facteur B, état de santé, divisé par la même somme des carrés intergroupes, plus la somme des carrés intragroupes. Finalement, on peut calculer aussi l'état carré partiel de l'effet d'interaction. Donc, on prend la somme des carrés intergroupes de l'interaction divisé par la somme des carrés intergroupes plus la somme des carrés intra. En l'occurrence, ici, pour chacun des effets, nous avons une proportion de 22% qui est expliquée. Encore une fois, ici, c'est en raison des données fictives qu'on obtient la même proportion expliquée. Mais dans la réalité, ces proportions vont différer. Alors ici, je récapitule une façon d'interpréter de façon préliminaire les effets principaux et l'effet d'interaction. Lorsqu'on détecte la présence d'effets d'interaction statistiquement significatifs, il n'est plus nécessaire d'interpréter les effets principaux. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens d'avancer dans un premier temps que l'effet du statut socio-économique diffère selon l'état de santé, ce qu'on appelle l'effet d'interaction, et de revenir avancer qu'il y a des effets principaux. Autrement dit, que le statut socio-économique et l'état de santé agissent conjointement sur la satisfaction de vie. C'est soit les effets principaux ou l'effet d'interaction. Alors, il faut presque oublier l'interprétation des effets principaux et se concentrer sur l'effet d'interaction. Précisément, il faut mettre en évidence où se situent les différences. Il faut décomposer l'effet d'interaction en effet simple. Autrement dit, analyser l'effet du facteur A à chaque niveau du facteur B ou vice-versa. Alors, les chercheurs ont toute la latitude de décomposer en fonction des niveaux du facteur A ou en fonction des niveaux du facteur B, mais pas les deux en même temps. En ce qui me concerne ici, puisque l'état de santé est la variable modératrice, eh bien, on va décomposer selon les niveaux de l'état de santé. En l'occurrence, ici, on met en évidence l'effet simple du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de vie chez les bien portants. Ensuite, l'effet simple du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de vie chez les personnes malades. Étant entendu, bien sûr, qu'on cherche à tester les hypothèses nulles d'une égalité entre riches et pauvres à chacun des niveaux de l'état de santé. Pour ce faire, la variation dans les données est décomposée en 4 sources. La variation du facteur A quand le facteur B vaut santé, la variation du facteur A quand le facteur B vaut malade, la variation de l'effet d'interaction et la variation intragroupe. Étant entendu bien sûr qu'ici, la variation intragroupe et la variation de l'interaction ne changent pas lorsqu'on décompose un effet d'interaction en effet simple. Donc SPSS nous sort ce genre de tableau qui présente les effets simples. En l'occurrence, chez les personnes en santé, le statut socio-économique a un effet significatif puisque l'F calculé est de 20,25, ce qui est de loin plus élevé que la valeur critique. En revanche, chez les personnes malades, l'F calculé est de 0. Étant entendu bien sûr que la variation intragroupe ne change pas, ainsi que la variation de l'effet d'interaction. On peut calculer l'état carré partiel de chacun des effets simples. Par exemple, pour ce qui est de l'état carré partiel de l'effet simple, pour le niveau santé, vous prenez la somme des carrés intergroupes du statut socio-économique si en santé, divisé par la somme des carrés intergroupes plus la somme des carrés intragroupes. Vous obtenez 0,36. Vous faites de même pour l'état carré partiel de l'effet simple pour les malades où on obtient 0. Clairement, on se rend compte que
L'effet du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de vie existe à la condition d'être en santé. En particulier, quand les participants sont en santé, le statut socio-économique va aller chercher 36% de la variation dans la satisfaction de vie. Alors, une fois qu'on a fini de décomposer l'effet d'interaction en effet simple, on peut représenter schématiquement les résultats. En commençant toujours par le modèle initial de la relation entre le statut socio-économique et la satisfaction de vie, on avait un état carré de 0,15. Que se passe-t-il lorsqu'on inclut l'état de santé comme facteur modérateur? Eh bien, on se rend compte effectivement que la relation entre statut socio-économique et satisfaction de vie s'amplifie puisque l'état carré passe de 0,15 à 0,36. Pour ce qui est du niveau en santé, alors que la relation s'annule pour les malades. Et voilà une façon de schématiser les résultats de l'ANOVA factorielle, étant entendu, bien sûr, que vous avez une façon de procéder à l'interprétation statistique des résultats. Donc ici, on est en présence d'une modération. Autrement dit, l'état de santé modère spécifie la relation entre le statut socio-économique et l'échelle de satisfaction de vie. Quelques remarques pour récapituler un peu, et donc 3 concepts statistiques clés à retenir dans le cas de l'ANOVA factorielle. Effets principaux A, B, effets d'interaction et effets simples. Lorsqu'on est en présence d'un effet d'interaction, il n'est pas conseillé d'interpréter les effets principaux. Il faut passer directement à l'analyse des effets simples. Autrement dit, analyser l'effet du facteur A à chaque niveau du facteur B ou vice-versa, étant entendu que lorsque le facteur prédictif comporte plus de 2 catégories, il faut passer aussi au test post-hoc. Par contre, lorsque l'interaction n'est pas significative, statistiquement parlant, eh bien, on se contente tout simplement d'analyser les effets principaux. Toute une recherche peut reposer seulement sur l'analyse des effets principaux. Mais en général, dans la plupart des cas, les chercheurs vont vouloir analyser l'effet d'interaction entre les facteurs A et B, étant entendu bien sûr qu'on peut inclure dans le modèle d'ANOVA factoriel plus de 2 facteurs, même si le fait d'inclure davantage de facteurs complexifie le modèle. C'est pourquoi d'ailleurs l'ANOVA factorielle est plus ou moins limitée lorsqu'on travaille avec beaucoup de variables indépendantes. On a plutôt intérêt à utiliser les régressions linéaires que nous verrons tout prochainement. Les conditions d'application de l'ANOVA factorielle sont exactement les mêmes que celles de l'ANOVA simple ou du test de T. En particulier, lorsque le postulat d'indépendance des groupes d'observation n'est pas respecté, on utilise ce qu'on appelle l'ANOVA mixte, une sorte de modèle qui inclut et les mesures répétées et des facteurs, autrement dit des groupes. Alors nous le verrons tout à l'heure au labo. L'ANOVA factorielle est donc utilisée lorsque la VI et la variable contrôle sont de nature qualitative. Que se passe-t-il maintenant lorsque la variable contrôle est plutôt quantitative? Dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle l'analyse de covariance. L'exemple est donné toujours de la relation entre le statut socio-économique, qui est ici un facteur, et la satisfaction de vie. Ici, on peut vouloir contrôler cette relation en impliquant l'âge. En particulier, l'effet du statut socio-économique sur la satisfaction de vie peut être différent selon l'âge, de façon à contrôler précisément la covariation entre l'âge, ici comme covariable, et l'échelle de satisfaction de vie. Étant entendu qu'au-delà de ces effets principaux, on peut analyser l'interaction entre les 2 variables. Alors le modèle est assez similaire à l'ANOVA factorielle. La seule différence ici, c'est que la variable contrôle n'est plus un facteur, c'est plutôt une covariable. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on est en présence de 2 variables quantitatives ou plus qui sont corrélées entre elles? Dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle l'analyse de variance multivariée MANOVA ou l'analyse de covariance multivariée
Markova selon que la variable contrôle est un facteur ou une covariable. Autrement dit, selon que la variable contrôle est qualitative ou quantitative. Donc, on peut partir toujours de notre problème de départ à l'effet de savoir si le statut socio-économique a un effet sur la satisfaction de vie en fonction de l'état de santé. Que se passe-t-il maintenant si on avait une autre variable dépendante, la détresse psychologique? Évidemment, on peut procéder à une série d'ANOVA factoriels pour satisfaction de vie et une autre série d'ANOVA factoriels pour détresse psychologique, de façon effectivement à expliquer la variation de la détresse psychologique par le statut socio-économique et l'état de santé, mais aussi par leur interaction. Si on avait, c'est pas 3 variables dépendantes, 4 variables dépendantes, ainsi de suite, ainsi de suite, le risque d'erreur serait multiplié par autant de séries d'ANOVA factorielles. Une façon effectivement de réduire au strict minimum l'erreur de type 1, c'est d'estimer simultanément un même modèle incluant et satisfaction de vie et détresse, ainsi que les deux facteurs, étant entendu qu'ici, les deux variables dépendantes sont corrélées. Ben voilà l'intérêt de ce qu'on appelle l'analyse de variance multivariée ou MANOVA, qui va simultanément estimer l'ensemble des différences entre les groupes tout en tenant compte de la corrélation entre les variables dépendantes. Le principe est le même lorsqu'on travaille avec une variable contrôle quantitative, comme l'âge. Eh bien, on peut vouloir toujours estimer un modèle dans son ensemble impliquant et satisfaction de vie et détresse comme variable dépendante. Mais dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle l'analyse de covariance multivariée ou Markova. Et voilà pour ce qui est de la leçon d'aujourd'hui.